monde entre ce que je rêve de jouer et ce que je joue. Une idée, Ouais. est-ce que c'est quelque chose justement avec lequel t'étais à l'aise? Plein de filles comme moi, mais en mieux. Et Waouh. donc, il faut absolument que je travaille sur The White Lotus, même si c'est pour faire une plante verte. Est-ce que tu pourrais m'envoyer des photos de toi en mettre dedans? Mais j'étais mineure. Surtout pas rester chez soi à attendre que les opportunités viennent. Un peu cette petite flamme au fond de moi. Je peux te faire pas que pleurer, je peux rire aussi. Hello et bienvenue sur mon podcast La Lumière Sûre par Nana. Aujourd'hui je suis avec Amélie Ducobu. Bonjour. Bonjour, je suis hyper contente de te recevoir. T'as un parcours plutôt actrice, comédienne, je sais pas si... Ouais, On va dire ça. Mannequinat aussi un petit peu je crois. J'en fais un petit peu, mais c'est pas Ok. mon occupation principale, on va dire. On en parlera, mais du coup, je reçois donc une personne aujourd'hui qui est plutôt devant la caméra. Je pense que ça peut intéresser certains d'entre vous d'avoir un parcours un petit peu différent de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Et je te laisse te présenter, ton âge, d'où tu viens. Bonjour tout le monde, je m'appelle Amélie Ducobu, j'ai 26 ans et j'ai grandi en Suisse. J'habite à Paris depuis à peu près 3 ans, on va dire, et entre-temps je suis passée par l'Angleterre, mais moi maintenant je suis vraiment à Paris. Ok, Ouais. donc à la suite de tes études, t'es partie en Angleterre? J'ai fait mes études là-bas. Ok, t'as Ouais. fait des études de quoi? J'ai étudié l'histoire et la science politique. Ok, oui, donc rien Voilà, à voir. non, rien à voir. Mais j'avais pas pour vocation de devenir historienne. Je savais qu'après, Ok. je bougerais à Paris pour tenter de faire du jeu. Mais je suis passée par l'Angleterre d'abord pour rassurer mes parents. Pour rassurer tes parents? Voilà. Ok, et t'as fait quoi du coup? T'as fait une licence? Oui, en fait, j'ai passé mon bac et vu que j'avais un peu d'avance, je pouvais pas quitter le pays. Donc j'ai commencé mes études en Suisse où Ok. j'ai grandi. Et vu que j'ai détesté, quand j'ai eu 18 ans, je suis partie. Ok. Voilà, et donc, après du j'ai coup, fait ma licence. Et donc ça t'a permis d'apprendre l'anglais? En fait, en Suisse, on a beaucoup de langues à l'école qui Oui, sont c'est enseignées. vrai, oui. Donc, ça va. L'anglais, ça allait déjà. Mais j'espère que ça m'a encore plus aidé à progresser et à Oui. perfectionner un petit peu. Oui, donc ça veut dire que tu peux te projeter un petit peu dans des rôles en anglais, t'as le niveau nécessaire. Oui, en fait, mon agent, il est basé à Paris et à Londres. Donc, Ok. il me met aussi sur des castings à l'étranger. Donc, c'est vrai que l'anglais m'aide pas mal. Après, je passe pas des rôles pour des filles Ok. qui viennent du Yorkshire. Non plus. Oui, oui, oui. Mais voilà, c'est vrai que ça aide. Ça peut Ok. aider. Et donc t'as fait 2 ou 3 ans à Londres, en J'ai Angleterre? fait 3 ans. Ok. Et après, donc t'es revenue à Paris directement? Oui. En fait, pendant mes études, il y a eu le Covid. Donc, j'étais en lockdown pendant que je faisais mon mémoire, etc. Et dès que j'ai gradué et que j'ai fini mes études, quelques mois après, je déménageais à Paris. Ok, donc pour tenter le rêve de comédienne. Exactement. Directement? Ouais. Ok. Ouais, je suis pas repassée par la Suisse. C'était pas prévu que je, Ok. je retourne là-bas. Et tes parents, du coup, ils se sont dit, bon bah ok, t'as fait ta part du marché. Oui, après, en fait, j'en parle depuis très longtemps. J'ai commencé à faire mes petits films, à faire mes montages et tout quand j'avais 10-11 ans. Ok. Donc ça a toujours été un sujet, mais ma mère étant prof, ça ne la rassurait absolument pas que je devienne troubadour. Donc, voilà, donc elle m'a dit bon, tu vas faire des études d'abord. Et mon père était un peu plus ouvert à l'idée que je bosse dans le cinéma, déjà parce qu'il était passionné par le cinéma. Donc c'est quelque chose qui presque l'amusait plus que ma mère. Mais on a quand même eu un petit contrat implicite quoi, d'avoir un diplôme d'abord. Ok. Ouais. Et donc toi, t'as fait des montages, enfin tu faisais un peu tes propres trucs. Ouais, enfin j'étais sur... j'ai commencé par iMovie, après je suis passée sur Final Cut. Ok. Au début, je faisais des petits courts-métrages d'impro avec mes amis. Après, pour les projets à l'école, même pour les élections de délégués, etc. À chaque fois que j'avais l'occasion, je faisais mes petits films. Trop bien. Et après, en seconde, avec 2 copines, on a écrit un cours. Et pendant 1 semaine dans la tournée, après, j'avais fait le montage, ça a été un enfer. Et on avait organisé une projection au lycée quelques mois plus tard. On avait vendu des DVD et tout. Enfin bref. Waouh! C'était... Bon, maintenant, le projet est un gros dossier que je ne montre à personne, évidemment, parce que j'avais 15 ans et c'était ridicule. On a tous nos dossiers. Voilà. J'imagine que toi aussi... Oui, oui, forcément. Mais surtout qu'en plus, moi, du coup, ma volonté, c'était d'être réalisatrice. Mais j'avais pas d'acteur sous la main, donc je jouais mes trucs, mais je ne suis pas actrice. Ouais. Évidemment que j'ai des gros dossiers de moi qui joue la peur ou des trucs horribles. Mais au moins, ça te permet peut-être d'apprendre à comment bien diriger les comédiens quand toi, tu te mets aussi devant la caméra et que tu expérimentes un peu tout ça. Mais donc, toi, il y a eu... Est-ce que c'était justement, t'as fait des petits films parce que t'avais envie de jouer dedans?
Ou est-ce qu'il y avait aussi une petite attirance vers la réal et tout ça, ou pas du Je tout? saurais pas te dire, mais c'est vrai qu'en fait, c'est marrant parce que le jeu est venu plus tard. Ok. Mon intérêt pour le jeu et mon besoin de jouer est venu plus tard. Euh, D'abord, moi, ce qui m'amusait le plus, c'était le montage. Ah, Le montage, et donc après, j'ai commencé à filmer, mais le matériel était assez catastrophique, il n'y avait pas vraiment de préparation. J'apprenais vraiment sur le tas, puis j'étais jeune, quoi. Mais le jeu est vraiment venu en dernier. ok. Donc bon. Mais c'est ce qui reste aujourd'hui. Oui, pour l'instant, après, je sais pas trop comment ça va évoluer. Peut-être qu'un jour, j'aurai envie de repasser derrière la caméra, probablement, mais pour l'instant, c'est plus le jeu qui m'anime. Et les montages, je continue même à parfois à faire des montages de musique ou des choses comme ça. C'est quelque chose que j'aime bien, mais je pense que bon, c'est très concret, mais je me voyais pas passer des heures et des heures derrière un ordinateur tous les jours, quoi. Je m'étais dit c'était pas un métier idéal pour moi parce que j'avais besoin quand Oui. même d'exprimer des choses et via le corps aussi. Donc Ok, voilà. mais c'est intéressant parce que ça veut dire que forcément, toi, en tant qu'actrice, du coup, t'as aussi un petit peu la vision du réel et la vision du montage. Enfin, t'as conscience en tout cas de ce qui peut se passer derrière parce que tu l'as déjà à petite échelle, mais déjà expérimenté, quoi. C'est pas totalement inconnu pour toi. J'essaye, mais c'est vrai que maintenant quand je me retrouve sur un tournage et que je vois le matériel qu'ils utilisent Oui. et tout le vocabulaire qu'ils emploient et que je ne comprends rien, Mm. je me dis bon, mes connaissances sont quand même hyper limitées. Oui, oui. Mais bon, c'est vrai que je m'y intéresse en tout cas un petit peu. Ok. Et donc quand t'es arrivée à Paris, est-ce que t'es arrivée et t'as... Comment en fait t'as commencé un petit peu à commencer les tournages? Est-ce que t'as essayé de rentrer dans des écoles? Est-ce que directement t'as démarché des agents ou... Alors, quelques semaines avant d'emménager à Paris, j'ai intégré, j'ai passé des entretiens, des auditions pour intégrer une école. Et donc, quand j'ai déménagé ici, bon, en parallèle de la recherche d'appartement et tout qui était un enfer, Oui. j'ai commencé mes cours d'acting et puis j'ai commencé à postuler à des castings via des sites, via Facebook. Voilà. Ok. Je me suis dit, en fait, l'objectif, c'est que je me forme et qu'en parallèle, j'essaye de commencer à créer un réseau potentiellement. Voilà, mais c'était vraiment du rafistolage, on va dire. Ok. Ouais, et puis en parallèle, vu que je tournais pas beaucoup, je faisais du babysitting, je donnais des cours particuliers. J'avais des problèmes familiaux en même temps, donc en fait tous les week-ends je devais rentrer en Suisse. Ouais. Donc là, je dirais que les 2 premières années à Paris, ou pendant 1 an et demi en tout cas, ça a été vraiment sportif. Parce que là, ça fait combien de temps que t'es à Paris? Ouais, 2-3 ans. Ok. 3 ans, je pense. Ouais. Ok. À peu près. Je ne saurais pas te dire 2022. Donc ouais, 3 ans. Ok. Et donc là, en ce moment, ça se passe plutôt bien. Est-ce que t'as trouvé justement peut-être un agent, quelqu'un avec qui t'accompagne et qui t'aide justement dans tout ça Alors j'ai un agent depuis 1 an, exactement. Et lui, il fait partie d'une agence qui a un pôle, on va dire, à Londres. Ok. Il y a un autre pôle en Italie et il y a un pôle aussi en France. Donc lui, c'est mon agent français, mais via cette agence-là, j'ai aussi un agent en Angleterre et un agent en Italie. Ok. Mais c'est vrai que même si j'ai un agent, je dois quand même beaucoup rechercher de mon côté. Donc tous les jours, je vais passer au moins 2 heures à fouiller pour trouver des annonces, à postuler. Si j'ai des tapes à faire pour des castings, je fais mes tapes. Si j'ai des castings en présentiel, je les prépare, etc. Mon agent, en tout cas sur la dernière année, là, il m'a plus mise sur des castings à l'étranger. Ok. Mais c'est assez variable en termes de fréquence. Par exemple, il y a eu des périodes où j'avais 3 castings en 3 jours. Ouais. Et puis après, j'avais plus rien pendant 4 mois. Donc c'est... Enfin, via cet agent. Après, moi, de mon côté, je cherche aussi, mais c'est vrai que c'est assez variable. Et je ne peux pas que compter sur lui pour trouver du travail. Il va m'aider. Il peut me permettre d'avoir accès à des castings auxquels j'aurais pas accès toute seule. Mais c'est pas suffisant. Ok, oui, ça reste, c'est quelqu'un qui travaille un peu dans l'ombre, au moins vous êtes 2 à travailler sur le développement de ta carrière, mais tu peux pas tout lui laisser, il faut vraiment que tu t'en occupes. Oui, et en plus c'est une petite agence, donc j'imagine qu'ils ont moins accès à de gros castings qu'une grosse agence. Enfin, je suppose, j'en avais parlé à un ami qui est au sein d'une grosse agence en France, et c'est vrai qu'il me disait que son agent lui donnait le mettait sur beaucoup de castings. Donc je me dis... Est-ce que c'est mon profil le problème ou bien est-ce que c'est juste que mon agence est plus petite et donc elle est moins prioritaire dans les castings en France en tout cas, je sais pas trop.
Oui, parce que là, du coup, tu dis, est-ce que c'est mon profil? Le problème, c'est que c'est un métier, en fait, où tu dois tout le temps te remettre en question, en fait, parce que tu joues ton image, en fait, c'est Ouais. toi le produit, entre guillemets, et c'est ton travail, c'est toi. Est-ce que, justement, c'est quelque chose qui est hyper difficile pour toi? Est-ce qu'il y a des moments de down quand t'as pas de rôle? Ou est-ce que t'arrives à toujours garder le cap et à te dire, bah non, c'était pas pour moi ce rôle-là, mais ça veut pas dire que ça va pas? En vrai, c'est compliqué Ouais. de garder. Il y a des périodes où garder le moral, c'est un peu compliqué, ou de continuer à croire en soi. Euh, on m'a déjà dit en casting, et ça m'avait marqué, on m'a dit qu'il y avait déjà plein de filles comme moi, mais en mieux. Et donc, Waouh! c'était pour un casting pour de la mode. Donc, c'est encore plus sévère parce qu'ils te jugent vraiment sur ta tête et pas sur Ouais, ton ouais. jeu. Mais je me suis dit, mince, j'ai déjà conscience qu'on est nombreuses, mais si en plus on me dit en pleine face que Ouais, je ouais. suis la 5 millième sur je ne sais pas combien, pour continuer à croire en soi, c'est un peu compliqué. Mais heureusement, je trouve qu'il y a une belle entraide entre les comédiens. Moi, j'ai pas été confrontée à des comédiens qui vont essayer de te tirer par le bas Ok. ou qui vont être un peu dans cet esprit de compétition. Avec mes amis, on s'envoie fréquemment des annonces, donc ça marche aussi pas mal par le bouche à oreille. Et on se soutient beaucoup quand l'un de nous a un peu des moments de Mm. down ou de doute. Euh, on se comprend. Donc, Ouais. mais c'est vrai que je pensais pas que ce serait autant solitaire, dans le sens où quand tu tournes pas, t'es Ouais. chez toi ou dans un café à postuler, mais t'as pas de collègues au quotidien ou tu Ouais. travailles pas fréquemment avec les mêmes équipes, quoi. Mm, mm. Donc c'est très solitaire comme métier. Ça, je m'y attendais pas trop. Ouais, la freelance, c'est plutôt solitaire, ouais. Parce que du Ouais, coup, voilà. t'es tout seul à gérer ton truc, en fait. C'est ton projet, c'est toi, et t'es la seule à manager la chose, à aller chercher des personnes, etc., à trouver les projets. Donc au final, ouais, c'est un peu solitaire, mais... Puis tu dois te vendre tout le temps. Enfin, quand tu passes Ouais. un casting, c'est comme un entretien d'embauche. Mm. Et en plus, t'as une grosse préparation avant. Et après, t'as 3 minutes, ou un peu plus, ça dépend, pour montrer tout le travail que t'as fourni tout seul. Mm. Et pour leur donner envie de t'engager, quoi. Ouais. Donc, c'est particulier. Mais là, t'as fait quand même des projets assez chouettes, là, dernièrement. J'essaye. Et donc, c'est des projets, tu me disais, par rapport à ton agent, que c'était plutôt... qui te mettait plutôt sur des projets à l'étranger. Est-ce que ces projets-là, c'est lui qui t'a mis dessus ou pas du tout? Ok. Non. En fait, tous les quelques projets que j'ai fait en France, je les ai trouvés toute seule. Bah, c'est bien, ouais. C'est bien. D'un autre côté, je me dis, oh waouh, en fait, mon agent est super et il est très investi et il m'aide pour potentiellement bosser sur des projets à l'étranger. Mais c'est vrai que pour la France, ça n'avance pas aussi vite que ce que j'espérerais. Et je dépends vraiment de moi, quoi. Donc, c'est super et en même temps, c'est un peu stressant parce que j'ai l'impression que tout repose un peu sur mes épaules. Oui. Mais après, j'avais eu un projet, le dernier projet auquel j'ai participé, c'est moi qui l'avais trouvé, c'est moi qui avais fait le casting. Mais par contre, après, mon agent a négocié le cachet. Ok, oui, donc bon. ce qui est en plus de ça une partie franchement pas très simple de négocier le cachet. Et puis je suis pas très bonne pour les négociations. Donc moi on me propose un prix, je dis oui. Et... Bah oui, non mais parce que c'est ça, le fait d'être seule en fait, tu te retrouves à faire un peu tous les métiers. Oui. Tu dois être négociateur, tu dois être artiste, tu dois être un peu community manager de ton propre compte Instagram pour essayer de te présenter. Donc c'est vrai que c'est pas mal d'avoir un agent quand même qui peut au moins t'assister sur ce côté un peu plus paperasse peut-être. Oui. Et puis je trouve que c'est dur un peu de... Pas d'estimer sa valeur, mais de mettre un prix un peu sur sa tête, surtout quand tu débutes et que personne te connaît. Tu vas... En tout cas, moi, je vais plus facilement accepter un cachet qu'on va me proposer sans vraiment négocier ou essayer de l'augmenter. Donc c'est chouette que mon agent ait pu un peu... et puis quand c'est toi-même qui négocie ton cachet, ça veut dire tu dis bah non, je veux autant. Alors que quand c'est l'agent, bah lui en plus ça, je pense qu'il prend un pourcentage, donc il a en plus de ça une logique aussi à augmenter le cachet, etc. Enfin ça se justifie beaucoup plus facilement, quoi, je pense, même auprès des boîtes de prod. Et donc justement, les derniers castings que t'as eu, tu les as eu comment, du coup, si finalement c'est pas passé par ton agent? Alors, pour une série, je connaissais la directrice de casting, donc elle m'a écrit directement, elle m'a dit on a besoin d'une jeune femme pour jouer une jeune maman. C'était pour Bref. Ouais. Donc elle m'a demandé des photos du jour, donc j'ai envoyé mes photos du jour, mais elle m'a pas dit quel était le projet. Du jour même. J'étais chez moi en train de bosser, elle m'a dit envoie-moi ta tête. Mais elle m'a pas vraiment donné d'indication sur le projet, elle m'a juste donné un peu l'archétype du perso. Donc je suis passée, c'était via elle en tout cas pour ça.
j'ai bossé sur un autre long où en fait je suis tombée sur l'annonce sur Facebook. Ok, Donc j'ai pour postulé pour le film de Commandeur. Ah oui, t'as pas changé. C'est ça. Okay. Il cherchait, alors j'ai eu beaucoup de chance, il cherchait une comédienne qui savait faire du trapèze. Ok. Je me suis dit, là, c'est pour moi parce que pendant mes vacances, j'avais fait du trapèze volant. Donc je me suis dit, go, c'est assez niche comme recherche, je vais tenter. Mais c'était sur Facebook. Et les autres projets, j'ai aussi été doublure cascade. Et pour ce projet-là, c'était aussi via la directrice de casting que je connaissais de mon école de théâtre. Qui bossait sur le projet et il cherchait une gymnaste et elle a dit bon bah Amélie elle a fait ok, donc tu fais de la cascade aussi. Alors j'en ai fait qu'une fois, enfin que pour ce film là. Je ne sais pas si je corresponds vraiment au profil de la cascadeuse parce que je suis quelqu'un de super maladroit. Je me suis blessée sur le tournage et donc voilà, c'était super, j'ai adoré ce projet mais je pense pas être hyper douée pour ça. C'était quoi le tournage? C'est un film d'Orelsan qui est sorti il y a pas longtemps. Ah oui, mais qui est sorti il y a pas longtemps. Ouais, il y a quelques semaines, je crois, ou un mois. Et en fait, il cherchait une gymnaste, une fille assez souple. Et donc, Éléonore, la directrice de casting pour les petits rôles, silhouettes, etc., m'a mise dessus. Et j'étais pas... Je pense que physiquement, j'étais pas au top. Enfin, j'aurais pu être plus préparée. Oui, bah après, en même temps, t'es pas cascadeuse, du coup, au final. Non, et en plus, ça a été assez last minute, donc je ne sais pas si j'ai remplacé quelqu'un. Je crois que la comédienne, en fait, était aux États-Unis et elle n'a pas pu revenir en France pour le tournage. Donc, ils ont cherché une doublure. Mais après, dans le film, en fait, c'est mon corps avec le visage de la comédienne sur mon corps. Ok, voilà, mais donc parce que t'as quel rôle en fait en tant que... Alors dans le film en fait il y a plusieurs tentations autour d'Orelsan et enfin pas tentation, il y a plusieurs vices on va dire et un des vices est la tentation. Et donc moi je suis la tentation. Donc c'est une femme dans une combi violette qui se déplace un peu comme un serpent, qui fait des acrobaties etc. Donc vachement, enfin c'est quand même particulier quoi, faut... Bah il faut être un minimum souple, ouais. Et non, c'était chouette, mais encore une fois, je suis arrivée sur le tournage, je ne savais pas pour qui c'était, de quoi ça parlait, ce que j'allais faire. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'arriver et de ne pas savoir ce que j'allais faire. Mais bonne d'être là, quoi. Au final, mais... Vraiment, de show up et juste de suivre les indications. Mais bon, c'est particulier. Donc c'est pas ton visage sur... Non, c'est pas mon visage. Il y a juste mes bras et mes jambes. Ah non, c'est dommage. C'est comme ça. Hein. Mais à prouver, c'est dur, quoi. Dire ça, c'est mon bras, les jambes, non. C'était moi, ça. Et tu t'es fait quoi comme blessure? Il y a une journée, je n'étais pas au courant, je suis arrivée et je devais faire des sortes de saltos dans les airs. En fait, on m'a mis un harnais. Ah ouais, parce que j'allais dire, mais t'es gymnaste de fou, en fait. En fait, comment dire, moi, on m'a dit de faire ça, j'ai dit ok, j'avais pas trop le choix. Et puis, j'étais curieuse de voir ce que ça allait donner. Donc, on m'a mis un harnais, j'étais dans les airs devant un fond vert et je devais faire des sortes de saltos avec un énorme ventilateur en même temps. Et je pense que le harnais était un peu trop serré et moi, je me suis pas déplacée de la bonne manière et donc, je me suis un peu fait une sorte de contusion au thorax et j'avais des bleus partout. Wow. Et je pense que je me suis mal débrouillée parce que la scène n'est pas dans le film. Oh merde, oh non, tout ça pour ça. Voilà. Mais je me dis, c'est toujours des skills qu'on apprend et oui, c'est sûr. Et des expériences qu'on regrette pas d'avoir vécues. C'est mis sur le CV, ça te permet de rencontrer des gens et puis de voir des tournages aussi à chaque fois différents, etc. Puis j'ai discuté avec des cascadeurs qui, eux, vraiment ont fait leur métier et c'était hyper impressionnant de les voir travailler. Et non, j'étais hyper contente qu'Éléonore m'ait mise sur le projet, mais c'était vraiment hyper cocasse, quoi. La vraie vie de troubadour, en fait. Exactement. C'est pour ça que tu disais ça. Exactement. Je comprends mieux. Et donc, tu fais aussi un petit peu de mannequinat. Ouais. J'ai vu que tu avais travaillé sur des trucs Chanel. Je voyais souvent tes stories par rapport à Chanel. C'est arrivé comment et tu faisais quoi dessus En fait, j'ai besoin de cachet pour mon intermittence. Et c'est compliqué. Enfin, en tout cas, moi, j'ai rencontré des difficultés à avoir assez de cachet en tant que comédienne pour avoir mon intermittence. Et un bon plan, c'est de faire des défilés où t'es doublure. Ou doublure sur des campagnes. Parce que c'est aussi rémunéré en cachet. Et donc, ça m'est arrivé de bosser en tant que doublure pour des pubs. Quand ils cherchent une fille qui a un peu les mêmes mensurations que l'égérie, ils vont prendre cette fille-là parce que ça leur coûte moins cher pour les réglages techniques que d'utiliser l'égérie toute la journée. Et pour les défilés, c'est pareil. Donc, quand tu es doublure défilé, pendant 1 à 2 jours, tu vas
marcher en long, en large, en travers Ok. pendant des heures. Donc, tu vas refaire un peu le parcours du défilé. Et puis, par contre, ils vont utiliser les vrais égéries, les vrais mannequins au Pour moment le du défilé. ouais. Mais c'est vrai que pour tout ce qui est réglage, que ce soit pour les vêtements, pour les lumières, pour les caméras, ils utilisent des doublures. Et... Oui, comme au cinéma en fait. Exactement. Pour les acteurs. Ouais. Ok. Et ce sont en général les mêmes boîtes de prod. Donc si tu bosses avec eux une fois, ils peuvent te reprendre pour chaque défilé. Donc ça, c'est bien. Ok, donc trop bien. En fait, tu fais pas mal de cachets d'intermittence comme ça tu peux avoir ton intermittence. En général, par an, bon, moi, mon intermittence, je l'ai que depuis 1 an et demi. Ok. Mais les défilés, ça me permet d'avoir au moins 4 à 6 cachets par an, ce qui n'est pas rien. Ouais. Plus après les campagnes, je pense que ça peut m'aider à avoir facilement 10 cachets par an. Ok, oui, donc c'est bien. Donc ça m'aide beaucoup quand même. Bah, cachet et puis rémunération aussi, du coup. Ouais. C'est bien rémunéré ou le fait que tu sois que silhouette ou doublure, forcément, c'est... Alors, défilé, c'est rémunéré, je crois que si je me souviens bien, c'est 200 € brut la journée. Ok. Donc, c'est quand même mieux que la figuration et mieux qu'une silhouette sur un long métrage. Et après, les doublures pour des campagnes, ça dépend. Le moins que j'ai eu, je crois que c'était 200 brut et le plus, ça devait être 800 brut. Ça dépend vraiment de la marque et de la boîte de production. Okay. Mais c'est pas dégueu. Enfin, oui, parce que c'est combien de temps de tournage? Ça dépend. Parfois, tu peux être doublure. Ils ont peut-être besoin de toi toute la journée de 7h du mat à minuit. Donc ça, c'est des journées de l'enfer. Mais voilà. Et parfois, ça m'est arrivé d'être là que 4 heures. Oui, mais dans tous les cas, ce sera pas plus d'une journée, quoi. 200 bruts, ce sera... C'est ça. Oui. Tu peux travailler sur la même campagne plusieurs jours d'affilée, mais donc tu vas avoir plusieurs cachets de 200 bruts, par exemple. Oui, donc c'est bien en vrai. Ah oui, c'est un bon plan. C'est pas mal. Si vous correspondez aux mensurations qu'ils recherchent, c'est un bon plan, franchement. Oui, bah oui. T'as fait aussi du mannequinat sans être doublure ou pas du tout? J'étais dans des agences plus jeunes. Attends, j'essaie de me rappeler. J'ai bossé pour quelques marques, mais c'était soit des jeunes marques. Okay. Donc rien de foufou, on va dire. Je me suis retrouvée sur un tournage Vuitton où en fait, avec une autre fille, à la base, on était là en tant que silhouette. Okay. Et en fait, ils nous ont utilisés, c'était assez niche, enfin assez cocasse aussi, ils nous ont utilisés pour les campagnes photos et pour la campagne vidéo, mais en fait, ce sont que des jeux d'ombre. Donc sur la campagne photo, on voit notre ombre. Oui. C'est nous, mais bon, c'est notre ombre, quoi. Donc, c'est toujours pas quelque chose que tu peux vraiment mettre sur ton portfolio en disant « Regardez, c'est moi », quoi. C'est ça. On peut reconnaître au profil, mais bon, faut vraiment pousser des yeux. C'est mon ombre. C'est ça. Ok, donc pour l'instant, le mannequinat, c'est quelque chose qui t'intéresse ou c'est vraiment quelque chose que tu fais surtout pour les cacher Alors, moi, je t'avoue qu'en commençant à faire des doublures sur défilé, j'ai trouvé ça vraiment chouette. Ouais. Je trouve ça vraiment... Enfin, moi, c'est un truc que j'aime beaucoup. Mais le problème, c'est que déjà, l'industrie est quand même assez... même très stricte en termes de mensuration et même en termes de mode. C'est-à-dire que même si je rentre dans les vêtements et que mes mensurations... là, récemment, on a dû mesurer. Les mensurations étaient OK. En termes de visage... Ils ont des tendances assez précises et je ne corresponds pas vraiment à ce qu'ils aiment. En ce moment, depuis plusieurs années, ils aiment bien les visages très creusés, très fins, etc. Un peu androgyne aussi, c'est ça. Ouais. Donc moi, avec ma tête de bébé et mes grosses joues rondes, je ne corresponds absolument pas à ce qu'ils aiment. C'est OK. Mais après, si l'opportunité se présente, moi, j'aime beaucoup. Mais honnêtement, je ne pense pas correspondre à ce qu'ils recherchent. Donc voilà. Peut-être plus pour le secteur, en tout cas du luxe, mais peut-être que pour d'autres choses, des campagnes, peut-être, ou même les photos sur les sites, etc., ça c'est quelque chose... Ah oui, ça, tout ce qui est pub, oui, j'en fais et j'ai des castings pour ça, mais c'est vrai que tout ce qui est plus high fashion, luxe, comme tu dis, c'est très particulier. Ouais. Mais pour tout ce qui est campagne, pour tout ce qui est plus mannequinat commercial, les critères sont quand même beaucoup plus larges et plus flexibles. Et donc, t'as fait des publicités hors mode, bon, je sais pas, je vais pas citer de marque, mais je veux dire des publicités que tu vois à la télé, etc. Est-ce que c'est quelque chose que t'as fait ou pas du tout Alors, j'avais fait une petite pub pour Deezer, il y a quelques années, pour aussi une marque de cosmétiques, mais je crois qu'on était que sur les réseaux et en pharmacie. Bon. Et qu'est-ce que j'ai fait Ah non, avec un copain, on a bossé pour le PSG. Oh, trop bien. Donc ça, on a tourné au Stade de France... C'était cool. Même si je m'y connais absolument pas en foot.
Oui, mais bon. Ah, d'ailleurs, peut-être que je peux pas citer de marque. Ah, je viens de si. réaliser. Ok. Non, en vrai, moi je suis pas à la télé, il y a pas... Donc voilà, mais bon, pour ces marques-là, c'est vrai qu'ils recherchaient des profils un peu plus, pas lambda, mais c'est pas aussi strict et un peu... Oui. Enfin, tu vois. Je pense que la publicité, enfin tous, même le cinéma, etc., ils recherchent un rôle en fait, ils recherchent un personnage, alors que j'ai l'impression que pour la mode, ils recherchent vraiment un corps, mais avec un physique hyper atypique, etc., pour porter les vêtements. En fait, ils s'attachent pas vraiment à la personnalité de la personne, ils s'en fichent. Oui, puis en fait, t'es vraiment un numéro, quoi. Sauf si tu deviens vraiment l'ambassadrice d'un produit. Là, ils vont être moins stricts en termes de mensuration. J'avais eu un tournage il y a pas longtemps pour une campagne où en fait l'égérie est pas hyper grande, elle correspond pas aux mensurations très strictes de la high fashion, mais vu qu'elle est connue et qu'elle représente le produit, bon, elle a été prise. Mais c'est vrai que tant que tu rentres dans les vêtements, en général, c'est ce qu'ils veulent, du moins pour les défilés. Et puis en plus, je trouve qu'en ce moment, la maigreur revient beaucoup, donc vraiment, il faut être hyper, hyper fine. Alors que pour du mannequinat plus commercial ou pour des campagnes, pour des marques un peu plus accessibles, on va dire, ou plus lambda, c'est vrai que les critères sont quand même, plus flexibles et c'est plus une personnalité qui peut jouer. Ouais. Et donc pour la pub, c'était quoi? C'était une pub pour le PSG? En fait, alors attends, parce que c'était il y a 2 ans. Ah déjà, oui. Ouais, 1 an et demi, 2 ans. C'est un peu flou. Mais on avait fait des vidéos, c'était pour leurs réseaux sociaux, je crois, et pour les boutiques. Parce qu'ils avaient des sortes de panneaux un peu interactifs. Et donc, nous, on était sur les panneaux, ils avaient créé des sortes d'avatars pour les essayages de vêtements, etc. On devait ça devait interagir avec les clients apparemment, mais je suis pas allée voir, donc je sais pas non, tu sais même pas à quoi ça ressemblait. Non, je ressemblait. sais pas ce que ça donnait. T'avais pas envie de te voir interagir dans la... Bah, en fait, j'aurais bien voulu, mais j'avais vraiment la flemme d'aller en boutique. Parce que c'était où? C'était que en boutique Parc des Princes ou un peu n'importe? C'était boutique PSG, donc je crois qu'il y avait le Parc des Princes. Après, je sais pas s'il y en avait d'autres. C'est vraiment pas... Le foot, c'est vraiment pas mon domaine, mais je sais que c'était plus en boutique et sur leur réseau. Ok, et donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui t'a permis d'avoir un cachet d'intermittence? Oui. Oui. Donc t'as jamais été en freelance, en fait, toi? Non. Ok. Non, en fait, quand j'ai débuté à Paris, je n'avais pas l'intermittence, mais j'essayais déjà de l'obtenir, donc je travaillais en étant payée en cachet. Et puis quand je l'ai obtenue, le but, c'était de la garder. Oui. Voilà. Et t'as mis longtemps à l'avoir? J'ai mis... ma date d'anniversaire, c'est février, donc là... Il va falloir que je la renouvelle, ça fera 1 an, donc j'ai dû mettre 1 an à peu près. 1 an et demi à l'avoir. Ok. Ouais, ça a été un petit peu galère à la fin, honnêtement. Ouais. Et là, c'est très galère. Franchement, j'ai un petit peu peur de ne pas arriver à la renouveler, donc j'essaye de cumuler un petit peu plein d'options ici et là. Mais ça a été une année assez hardcore pour les comédiens et même pour les techniciens. J'ai essayé de voir un peu si c'était que moi le problème ou si c'était une problématique un peu générale, et apparemment ça a été compliqué pour beaucoup de gens. Ok. Par rapport à... Est-ce que tu sais par rapport à quel... Je sais pas si c'est la conjoncture économique, il y a moins de tournages, il y a plus de suites de films, donc en fait ils vont reprendre le même casting. Ouais, je crois que ça a été difficile pour beaucoup de personnes de joindre les deux bouts. Ok. Voilà, c'est le contexte actuel qui est pas zinzin, on va dire. Ouais. Mais bon, je pense qu'on essaie tous de se débrouiller comme on peut, soit via les pubs. Il y en a, ils vont aussi faire de l'animation pour être rémunérés en cachet, c'est aussi possible. Il y a plein d'options. Oui. Mais bon, après, le problème, c'est que si, par exemple, tu ne fais que de la figure, ton taux d'intermittence est diminué. Parce que comment ça fonctionne, en fait, le taux d'intermittence Parce que j'en entends parler, mais moi, je l'ai pas, donc c'est un peu abstrait pour moi. En fait... je crois que tu as un taux minimum. Mais si par exemple tu as ton intermittence en ayant fait que des gros rôles, tu ne vas pas avoir le même taux que si tu l'as en ayant fait que de la figuration. Ok, le taux c'est par rapport à ce que tu vas recevoir après le reste de l'année? En fait, selon ton salaire brut, selon le montant de tes cachets, tu ne vas pas avoir le même taux d'intermittence, quoi. Donc je ne saurais pas te dire quel est le minimum si tu ne fais que de la figure. C'est un SMIC, j'imagine. Mais c'est vrai que si une année tu as une intermittence grâce à des rôles et que l'année d'après tu n'as fait que de la figure, tu peux conserver ton intermittence, mais tu vas pas avoir le même salaire par mois. Ok.
Ok. Je ne sais pas trop comment c'est calculé. Je devrais plus me renseigner, mais en fait, en voyant tous les calculs et les fiches d'infos, moi, ça m'a... J'étais un peu overwhelmed. Enfin, vraiment, Oui, ça m'a... oui, voilà. ok. Donc, je sais juste que je ne veux pas que mon taux baisse trop. Oui. Moi, je calcule juste combien de cachets il me manque. J'essaye d'avoir des cachets assez bien payés, mais bon, ça m'arrive d'en prendre des plus Oui. bas si vraiment je suis en galère, quoi. Ok, et donc toi, ça t'a permis quand même d'avoir une année plutôt confortable avec l'intermittence. C'est bien, ça te permet quand même de te poser moins de questions parce que tu sais que t'as de l'argent qui rentre. Oui, oui, oui. En vrai, ça m'a beaucoup aidé. Mais j'ai l'impression que ça a été un peu une année chouette dans le sens où j'ai eu mon intermittence, mais via des projets qui m'avaient bien payé parce que j'avais eu Bref, T'as pas changé et Orelsan la même année. Ouais. Plus des campagnes. Donc en fait, je n'ai pas un taux trop bas. Mais par contre, cette année, vu que j'ai eu moins de projets... Oui, parce qu'en fait, Bref, tout ça, c'était l'année dernière. C'était en 2024. Et c'était donc vraiment c'était pour ton intermittence de cette année, en fait. C'est ça. Et tout a eu lieu en même temps. Ça m'est arrivé de tourner la nuit à un endroit et le jour à un autre endroit. Voilà, la vie de fou. Et je me suis dit, oh là là, je suis fatiguée, mais c'est chouette. Oui, bah oui. Et cette année, par contre, ça n'a pas été le cas. Vraiment, ça a été plus espacé. Donc, c'est très variable. Mais c'est vrai que l'intermittence, ça me permet d'avoir un peu une base quoi, qui est assez rassurante. C'est sûr. Ok. Et là, justement, tu disais que cette année, ça avait été un peu plus calme. Ouais. Comment tu gères justement cet aspect-là de l'intermittence et de la freelance qui fait que, bon, bah, y a des moments c'est super, il y a des moments c'est moins bien. Forcément, quand c'est super, t'as aussi un petit peu l'impression que ça y est, ça décolle, ça va bien. Quand t'arrives à faire un bon mois, c'est top. Le mois d'après, c'est un peu moins bien et tu te dis, bon, ok. Je fais beaucoup de pilates, vraiment pour me détendre. Et puis, je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment cette... Heureusement que je l'ai, mais j'ai un peu cette petite flamme au fond de moi qui me dit, ok, même si là, c'est très très calme et que ça ne bouge pas, j'essaye de rester convaincue que c'est juste temporaire en fait. Oui. Et puis, comme je disais, j'ai des amis qui me rassurent quand ça va pas. Moi, je suis là pour rassurer s'ils ont besoin aussi. Mais il y a un peu cet espoir qu'en fait, il y a des moments où ça va être très calme, des moments où ça va être l'inverse. Et c'est le jeu. Donc, j'essaye de me rassurer comme ça en me disant que c'est juste le métier et que je débute et que je fais ce que je peux. Tant que je suis proactive et que je fais ce que je peux de mon côté, après, il faut que je laisse les choses un peu venir. J'avais une prof de théâtre qui nous disait qu'en fait, il fallait surtout pas rester chez soi à attendre que les opportunités viennent et qu'il fallait juste aussi remplir sa vie d'autres choses parce que c'est dans le mouvement et quand tu... Voilà, que tu remplis ta vie de plein d'occupations et pas juste de ton métier, que les opportunités viennent à toi. Donc, j'essaye de pas dédier toute ma vie non plus au casting, de remplir ma vie d'autres choses, de pas rendre le jeu ou le fait d'être actrice mon identité totale, on va dire. Et en général, c'est vrai que c'est quand j'essaye de pas m'accrocher aux choses et juste de vivre ma vie que les choses viennent. Oui. Bah, et puis malgré tout, je pense que le fait que tu t'accroches pas que à ça aussi, ça te permet d'être épanouie et peut-être aussi de mieux apprendre les rôles quand t'en as, enfin juste d'être saine d'esprit et donc d'être prêt à accueillir tout ce qui peut arriver. Puis en plus, jouer, c'est quand même incarner des gens. Et donc, si tu ne vis pas à côté, si tu n'observes pas ce qui se passe autour, si tu n'expérimentes pas des choses, c'est dur après de les retranscrire dans un personnage. Donc, c'est important d'avoir sa vie à côté parce qu'en fait, notre métier, c'est quand même juste de montrer la vie. Oui, c'est et vrai. les émotions. Donc, si tu n'expérimentes rien, c'est un peu plat, quoi. Oui. Ça sonne un peu faux. Et j'ai totalement zappé la période où t'as fait une école, du coup, tu m'as dit. Oui. Et donc, t'as fait quelle école et comment t'as appris un petit peu tout ça Alors, cette école a fermé il n'y a pas longtemps pour des problèmes judiciaires d'harcèlement. Ce qui est le cas dans beaucoup d'écoles, j'ai entendu dire. Donc voilà. Mais en tout cas, moi, je suis quand même contente de l'avoir faite parce que j'ai appris beaucoup de choses. J'ai débloqué aussi beaucoup de choses. Et donc, ça m'a aussi enseigné pas mal de méthodes pour aborder un casting, pour aborder un personnage, des scènes, etc. J'ai fait cette école pendant 3 ans, en fait. Elle a fermé en juin. Donc, moi, je venais de terminer, mais voilà. Et donc c'était une école qui n'était pas du tout orientée sur le théâtre mais vraiment sur le jeu face caméra. Donc pendant une année on a beaucoup travaillé le jeu organique, donc se reconnecter à ses émotions, se connecter aussi à l'autre parce qu'en fait c'est vrai que quand tu joues ce n'est pas juste toi qui vis l'histoire mais c'est aussi comment tu réagis à ce que les autres personnages te renvoient.
Donc il y avait beaucoup de travail sur l'organicité, on va dire, du jeu. Après, j'ai toujours beaucoup de blocages sur certains aspects. Donc j'ai intégré un studio d'acteurs qui s'appelle Zone 34, qui est encadré par des directeurs de casting notamment. Et donc on travaille des scènes, etc. J'ai dû arrêter un moment parce qu'en fait là, justement, vu que je suis à court de cachet, j'ai raté pas mal de cours. Donc je leur ai dit, ok, il faut que je renouvelle mon intermittence et quand je serai plus disponible, si possible, j'aimerais bien réintégrer la zone. Donc ils m'ont dit pas de problème, ils sont super. Donc voilà. Mais c'est vrai que j'essaye un peu de varier les méthodes, de varier les profs aussi, un peu ceux qui nous coachent. Donc j'ai fait cette première école, j'ai fait Zone 34, et puis quelque chose que j'aimerais bien faire, qui j'ai l'impression est pas mal, c'est de faire des stages, des masterclass. Ça te permet de rencontrer du monde, donc de te faire un réseau, d'être coaché différemment, donc ça c'est pas mal, mais c'est un budget. Donc, parce que là, toutes les écoles dont tu me parles, c'est que des écoles qui étaient payantes. Ouais. J'ai pas du tout fait de conservatoire. Je n'ai pas fait les grandes écoles qui sont comme ou bien des classes comme la classe libre qui est gratuite. Donc oui, c'est un budget aussi, les écoles. Mais je me voyais pas du tout. Je me sens déjà pas légitime aujourd'hui quand je passe un casting. Donc passer des castings en ayant fait 0 formation, pour moi, c'était impossible. Oui, je comprends. Vraiment. Et puis ça m'a quand même enseigné pas mal de choses aussi sur moi-même. J'ai l'impression que les cours de théâtre, c'est super pour travailler le métier, mais aussi en termes de développement personnel, je trouve ça pas mal. Donc ça te permet d'apprendre plus sur toi, aussi sur comment tu fonctionnes, quelles sont les zones un peu d'ombre qu'il faut que tu travailles. Donc non, je suis contente de m'être formée, mais c'est vrai que c'est un budget. T'as une idée à peu près de combien ça... Alors, ma première école, je crois que par an, c'était à peu près, si je me souviens bien, 4000, quelque chose comme ça. Et la dernière année, vu que c'était un peu le groupe des anciens, on va dire, le prix diminuait et donc j'étais à 200 € par mois. Je sais pas, ça revient un peu, en vrai, ça revient un peu même. Non, 200 € par mois. Et par contre, la zone 34, je crois que c'est environ 120 € par mois, quelque chose comme ça, mais c'est sans engagement. Donc tu peux venir un mois et puis si tu as envie d'arrêter le mois d'après, c'est comme quand tu prends un cours de pilote, quoi. C'est ça. Plutôt, Après, il y a une liste d'attente, donc si tu pars, ça peut être compliqué de revenir. Parce que c'est un petit groupe ou ça se passe comment, en fait? Alors, on est divisé en certains groupes selon nos créneaux horaires et nos disponibilités. Et dans ma classe, je crois qu'on était à peu près, faut pas que je dise de bêtises, mais 15, mais il n'y avait jamais personne, enfin, t'avais jamais de la classe totale qui était présente parce que t'as toujours des gens qui sont en tournage ou qui sont en casting ou autre. Donc, c'est vrai que dans mes cours, la plupart du temps, on était 7? Oui, c'est bien en vrai, ça te permet justement d'avoir le temps de t'exprimer, quoi, de pas être juste spectatrice de ce que font les autres. Enfin, je sais pas si vous passez devant tout le monde, mais forcément, s'il y a beaucoup de monde, le temps que tout le monde passe, Oui. Mais en général, à la zone, je crois qu'on pouvait tous passer. Après, un passage pouvait durer de 10 à 20 minutes, ça dépend de ce que tu dois travailler, que ça soit une scène pour un casting ou bien un monologue, c'est assez variable. Et dans ma première école, ça m'est arrivé quelques fois de ne pas passer sur les 4 heures. Ah ouais. C'est dans rare. Dans les précédentes écoles que... Oui, ouais. Parce que par classe, on était plus 20-25. Et on passait souvent par 2, mais quand on avait des monologues, tu as moins de chances de passer parce que c'est vrai que quand tu passes, on a envie, enfin les coachs en tout cas avaient envie quand même de creuser un minimum, donc ils pouvaient passer 20 minutes avec toi, donc forcément il y en a qui passaient pas. Mais je me dis au moins quand tu passes, tu bosses. Oui, c'est ça. C'est pas un passage éclair de 5 minutes où tu fais ta scène et puis basta. Et puis surtout t'as un retour, quoi. Au moins, exactement. Oui, puis on était filmés, donc on a pu réutiliser... ces monologues, moi ces monologues m'ont permis d'avoir un agent par exemple. Et au début quand je n'avais pas de bande démo, j'envoyais les monologues que j'avais filmés en classe pour montrer un peu ce que je pouvais faire. Voilà. Donc finalement une bonne expérience avec ces écoles, même si bon elle a fermé, mais en tout cas... Oui non, c'est assez glauque comme histoire, donc voilà. Mais en termes de vraiment strictement professionnel, en termes de jeu, ça m'a appris quand même pas mal de choses. Oui. Oui, et puis même ça a dû te permettre aussi d'appréhender comment se passaient les castings, etc., de savoir comment te présenter, peut-être
même quoi envoyer ou des choses comme ça, parce que c'est vrai que quand tu t'y connais pas du tout, forcément t'as vite moyen de passer entre les mailles du filet parce que tu sais pas comment te comporter, tu sais pas comment te présenter, comment... Ouais. Je suis retombée il y a pas longtemps sur un ancien mail de candidature que j'avais envoyé au tout début. Et vraiment, j'avais honte. Vraiment, je me suis dit, aïe, 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 les pauvres. C'est vrai que je raconte ma vie dans le mail. J'envoie plein de photos. La vidéo de présentation, elle est très, très longue. Je me dis, oh là là. C'est vrai que j'ai quand même un peu évolué sur ça, notamment via les conseils qu'on m'a prodigués dans les écoles ou via mon agent. Donc non, c'est clair qu'il y a un avant et un après. Et encore maintenant, je me dis, je suis sûre que dans quelques années, je vais voir ce que j'envoie actuellement. Je vais être très, très gênée. Mais bon. Au moins, c'est l'évolution, c'est le principal. Exactement. Ça veut dire que t'évolues et c'est hyper positif au final. C'est vrai. Et par rapport à toi, justement, donc tu m'as dit que t'avais participé à pas mal de tournages. Est-ce que toi, t'as une préférence dans les rôles que tu peux incarner ? Est-ce que t'as une appétence vers, je sais pas, la comédie, plutôt les choses dramatiques où tu vas pleurer, ou des choses plutôt... Alors, je crois qu'il y a un monde entre ce que je rêve de jouer et ce que je joue pour l'instant. Ok. Parce que dans notre école de théâtre, on nous en a beaucoup parlé de cette idée d'archétype où en fait, quand tu rentres dans la pièce, quand on te voit, on va forcément te mettre un peu des étiquettes. Okay. Où on va te visualiser plus dans un rôle que dans un autre. Moi, quand j'ai commencé, donc il n'y a pas si longtemps que ça au final, on m'a beaucoup mis cette étiquette de la jeune première, la bonne élève, très sage, un peu introvertie, ou de l'adolescente un peu déprimée au fond du trou. C'était un peu les deux rôles que j'avais. C'est vrai qu'en plus, c'est vraiment c'est un peu opposé, quoi. Oui, mais au final, c'est un peu des états émotionnels qui se recoupent, j'ai l'impression. Donc ça va être... moi, j'avais beaucoup l'impuissance, la solitude. Oui, et puis il y avait ce côté un peu naïf, innocent, mais un peu fragile. Donc c'est vrai que ma bande démo, par exemple, elle a beaucoup ces images-là, des personnages début vingtaine ou fin adolescence, qui se cherchent beaucoup, qui vont pas forcément bien, un peu perdus. Mais ce sont des images qui datent d'il y a 2 ans, 1 an, donc bon, ça fait un peu sens. En plus, dans ma vie perso, ça allait pas non plus. Donc je pense que ça se retranscrit sur mon visage. Oui, c'est ce que j'allais te demander, si c'était basé uniquement sur une appréhension physique, ou est-ce que c'était vraiment par rapport à ce que tu dégageais à ce moment-là qu'on t'avait mis cette étiquette ? Je pense qu'il y avait un petit peu des deux. Il y a le côté naïf avec mon visage un peu rond et tout, et le côté un peu triste dans les yeux qu'on voyait peut-être, je sais pas. Et donc c'est vrai que j'avais plus de facilité, par exemple, à pleurer. C'est horrible dit comme ça, mais j'étais plus à fleur de peau, donc c'était plus facile pour moi d'avoir des rôles où je pleurais que des rôles où je vais faire des fous rires, ou la fille hyper badass, voilà. C'était pas trop ma DA. Après, je dis ça, c'est important de pas utiliser sa propre vie et ses propres souvenirs pour jouer son personnage. Donc moi, je n'allais pas non plus utiliser ma propre vie pour pleurer sur le plateau. Mais c'était des états émotionnels qui étaient un peu plus présents que la puissance et l'amour. Et voilà. Mais c'est pas forcément des personnages que je veux encore aujourd'hui incarner. Moi, j'aimerais bien jouer des personnages qui sont un peu plus matures ou qui sont un peu à l'opposé de ce que je peux dégager. Donc des filles un peu, pas dans la haine, mais... Oui, des états que je connais pas au quotidien, la haine, la puissance, la femme hyper forte, voilà. C'est des choses que j'aimerais trop jouer et je sais que j'ai ça au fond de moi, mais c'est pas forcément ce qui ressort au premier abord. Mais voilà, donc c'est pas des personnages que j'ai eu beaucoup l'occasion de jouer, mais j'aimerais beaucoup les faire. Et je commence à avoir des castings pour des personnages comme ça, donc c'est assez chouette. Et j'ai un nouvel archétype qui commence à émerger, je vois ça dans... les retours que j'ai, c'est la femme un peu prétentieuse, arrogante. Ah ouais ? Ouais, ça, je trouve ça très rigolo. Parce que c'est vraiment ce que je ne veux pas être dans la vie. J'ai toujours peur de passer pour une connasse. Mais par contre, à jouer, je trouve ça trop bien. Oui, parce que tu t'éclates, du coup, au final, justement, cette part-là que tu enfouis un peu en disant « j'ai pas envie d'être la connasse », finalement, là, tu peux la lâcher à fond. Exactement, oui. C'est mon côté bélier qui peut enfin ressortir, et je trouve ça trop chouette. Donc, voilà. Et par rapport à ça, justement, tu penses que c'est... Est-ce que c'est par rapport à ta bande démo que ça influence les rôles qu'on va, alors pas te proposer, mais dans lesquels on va peut-être te voir parce que c'est ce que tu représentes aussi dans ta bande démo, ou c'est vraiment physiquement, ils te voient, ils disent « elle ferait bien ce rôle-là ». Je saurais pas te dire parce que c'est vrai que je vais adapter les photos à l'annonce quand je postule. Donc si c'est par exemple pour jouer une fille de 18 ans,
je vais envoyer des photos où vraiment j'ai une tête de bébé et j'ai l'air toute gentille. Ou bien si c'est une adolescente rebelle, j'ai des photos où je fais jeune mais pas très sympa. Donc je vais envoyer ça. Si c'est le rôle, ça m'est arrivé de jouer une jeune trentenaire, ce qui est quand même très rare parce que je ne fais absolument pas 30 ans. Mais... Jeune trentenaire, c'était pourquoi? Bah t'as pas changé, j'ai la trentaine dedans. Ok. Voilà, ok. Mais est-ce qu'ils t'ont vieilli ou est-ce que... Non, même pas, mais ils m'ont maquillée et je sais pas si c'est très crédible, mais bon. Oui. Et donc, quand j'avais postulé, j'avais envoyé des photos où je faisais un peu plus femme. Ok. Je sais plus ce que je disais. Je demandais, oui, c'était par rapport à ta bande démo ou... Ma bande démo, parfois, peut me jouer des tours. Ça m'est arrivé il y a pas longtemps. Il y a un réal qui m'a écrit sur Instagram parce qu'il était en train d'écrire une web-série. Okay. Et il s'était dit... Enfin, il était tombé sur mon profil, je ne sais pas comment. Et il m'avait demandé de lui envoyer une tape parce qu'il trouvait que je correspondais pas mal au personnage qu'il était en train de créer. Et je n'avais pas le temps de faire la tape parce que j'étais sur un autre truc. Donc, je lui ai envoyé ma bande démo. Il m'a dit « Ah, ça correspond pas du tout à ce que j'avais imaginé entre ton compte Instagram, tes photos et la bande démo où tu fais très fragile et très jeune. Okay. Donc malheureusement, ça va pas le faire, mais une prochaine fois. » Et je me suis dit « Mince, en fait, là, ma bande démo est en train de me desservir parce que ça ne montre que un aspect de mon jeu. Mais tout l'aspect un peu plus fou, un peu plus fun, un peu plus... Voilà, mais pas du tout présent. » Donc je sais que là, un de mes prochains objectifs, c'est d'avoir des scènes où je peux montrer ce côté un peu plus léger. Oui. Qui, j'espère, pourra m'aider à avoir des rôles un peu plus différents, quoi. Parce que c'est vrai que là, ma bande démo, il y a un côté un peu plus à fleur de peau qui ressort. Ok. À fleur de peau, c'est le titre du film de Joey, non? Oui. Je me suis dit, mais c'est fou, elle a réussi ça correspondait bien à... Non, mais en vrai, c'est vrai que j'ai beaucoup d'images de ce cours-là, et dans ce cours-là, mon personnage ne va pas bien. Bah oui, c'est vrai. Et justement, là, pour renouveler ta bande démo, tu vas essayer de te tourner peut-être vers plus des projets bénévoles pour essayer... Je n'ai plus de voix. Tu vas essayer de te tourner vers des projets bénévoles. Enfin là, est-ce que ton but, c'est vraiment de coûte que coûte, entre guillemets, tu vois, te faire des nouvelles images pour présenter? Ou est-ce que malgré tout, les projets bénévoles, tu les gardes uniquement s'il y a vraiment des choses qui t'intéressent parce que ça reste quelque chose qui est pas payé et forcément t'as besoin de tes cachets, des choses comme ça? Alors, je vais être un peu plus sélective qu'avant pour les projets bénévoles. Mais effectivement, je vais postuler si je vois que le personnage est différente de ce que j'ai pu faire avant et donc voilà, que ça me donne envie et que ça peut m'être utile, quoi. En général, les projets bénévoles, je me dis soit ça va m'aider pour le réseau, soit ça va m'aider parce que ça va m'apporter des images que je n'ai pas, soit le projet me parle beaucoup. Mais c'est vrai qu'avant, je postulais à tout. Oui. Alors que maintenant, je fais un peu plus une sélection parce que c'est vrai que ça demande pas mal d'investissement et vu que c'est pas rémunéré et que souvent c'est pas dans Paris et tout, voilà, je me permets d'être un peu plus sélective, on va dire. Par contre, quand ce sont des projets rémunérés, que ce soit des séries ou des longs, là, si ce sont des personnages, encore une fois, un peu fragiles, je vais quand même postuler. Oui, parce que... Oui, mais après, je comprends la différence avec les projets bénévoles et ça, c'est que forcément, quand t'investis du temps, si le projet, finalement, t'apporte pas tant que ça, c'est du temps que t'as pas investi dans d'autres castings, alors que quand t'es payé, bon, ça reste quand même un cachet d'intermittent, c'est... Exactement. Bah là, le dernier projet que j'ai fait qui était payé, je joue une fille de 18 ans qui est, encore une fois... 18 ans Ouais, qui ne va pas... 30 ans, 18 ans, c'est... Ouais, non, mais bon, vu la tenue qu'on m'a mise, c'est crédible. Vraiment, okay. Je fais bonne élève, petite fille, enfin bref. Et encore une fois, mon personnage ne va pas très bien. Et il est très naïf, un peu perdu. Mais bon, ça me faisait des cachets. Mais c'est vrai que c'était récurrent à une période et j'essaye un petit peu de m'en détacher. Ok. Et tu me disais juste avant que la personne qui écrivait la web-série avait trouvé qu'il y avait une différence entre ton compte Instagram et ta bande démo. Ça veut dire que ton compte Instagram, ce que tu projettes sur ton compte Instagram, les gens, en fait, enfin, ce que tu postes, c'est hyper important parce que finalement, ils se projettent, on va dire, sur les personnages que tu peux avoir. Ouais. Okay. Oui. Et j'ai l'impression qu'Insta, c'est quand même assez important maintenant dans le milieu, que tu sois réal ou monteur ou comédien, mannequin ou peu importe. C'est un peu une vitrine, quoi. C'est ton LinkedIn artistique. Et c'est vrai que moi, mon Insta, moi, j'ai l'impression d'être un petit peu une arnaque parce que tu choisis ce que tu postes et c'est vrai que je vais pas poster des photos où je me trouve très jeune et c'est pas forcément une étiquette que j'ai envie de garder.
ça peut m'être utile pour les rôles de faire plus jeune, mais c'est vrai qu'au quotidien, c'est un truc qui m'agace quand on me dit que je fais plus jeune ou que je fais un peu naïve ou quoi. Et donc, forcément, sur Instagram, je vais pas essayer de renvoyer cette image-là parce que ça m'agace un petit peu. Oui. Mais quand je postule à un casting et qu'ils cherchent une fille jeune, je ne vais pas mettre mon Instagram. Ok. Parce que j'ai l'impression qu'on Insta, peut-être que je me trompe, mais je fais moins jeune que, que dans ma bande démo, par exemple. Donc, je vais vraiment essayer de m'adapter à l'annonce. Et c'est vrai qu'Insta, oui, ça m'est arrivé qu'on me contacte via Instagram et qu'il y a un décalage entre ce qu'ils voyaient là et puis en vrai. Ok. Parce que je dégageais en vrai. Ouais. Après, ce que t'es sur Instagram, ça veut pas dire que t'es pas comme ça veut juste dire que tu montres que certains aspects, mais que donc tu peux les incarner finalement, ces rôles-là, s'ils mettent les bonnes tenues ou les choses comme ça, qui travaillent le personnage pour que ça aille avec. Oui, je crée pas une fausse version de moi-même, mais c'est vrai que... Non, mais c'est vrai que c'est plus une sélection d'une partie de soi. Mais donc c'est intéressant parce que finalement, tes réseaux sociaux, ça influence les rôles que tu peux avoir par la suite. Oui. Et donc tu le travailles justement, est-ce que c'est une pression que tu te mets de dire ok, il faut que je poste tel truc, il faut que je sois tout le temps un petit peu à l'affût, etc. Honnêtement non, enfin je poste un peu, je peux poster vraiment n'importe quoi, mais j'ai conscience que ça peut jouer, mais je vais pas non plus, j'essaie vraiment de pas me prendre au sérieux parce que je suis personne me connaît et je pense qu'il faut que ça reste assez personnel quoi. Enfin, Instagram, même si les gens vont forcément jeter un coup d'œil quand ils voient ton profil, il faut que ça reste toi et que ça reste ta personnalité, donc faut pas que ça devienne quelque chose de trop superficiel ou de trop calculé, réfléchi. Faut que tu gardes un peu ta personnalité quoi. Mais j'ai conscience que ça joue, mais j'essaye de pas trop y accorder d'importance. Ok, et est-ce qu'il y a des annonces qui passent sur Instagram ? Oui, beaucoup. Beaucoup sur Insta, sur Facebook. Moi, les plateformes que j'utilise de plus, ça va être Movifax, Nawak, Facebook et Instagram. Ok. C'est des choses qui sont payantes ou pas du tout ? Alors, Nawak, oui. Mais en fait, ça vaut le coup parce qu'un cachet te rembourse l'abonnement à l'année. Je crois que l'abonnement à l'année, c'est 80 ou 90 €. Donc, en fait, moi, ça m'a vraiment remboursé le prix. Facebook, c'est gratuit. Movifax, je crois que c'est comme Nawak. Ok. Mais Nawak, c'est plus pour des pubs, alors que Movifax, tu peux avoir des vrais rôles dessus. Et après, aussi suivre des directeurs de casting sur Instagram, ça peut être un bon plan parce qu'il y en a de plus en plus qui vont poster dans leur story ou via des posts, même des annonces. En fait, faut vraiment fouiller. Oui. Et sur Facebook, c'est à peu près comme Instagram, c'est pareil, il faut suivre des directeurs de casting ou c'est peut-être des groupes ? Ouais, c'est plus des groupes en fait où tu trouves de tout. Hein. Vraiment, il y a des annonces un peu glauques, il y a un peu, comment dire, de fausses annonces, mais tu les repères assez vite. Et puis, tu as des vraies annonces aussi avec de vrais directeurs de casting. Voilà. Oui, parce que les fausses annonces, ça t'est souvent arrivé de tomber sur des choses hyper étranges, hyper glauques, ou même ça se trouve c'était mal intentionné derrière. Oui, ça m'est arrivé qu'on me demande, c'était pour un truc en plus bénévole, qu'on me demande des photos en lingerie. Et voilà, et donc ça, tu sais tout de suite que c'est un scam. Il faut pas faire ça. Non, mais à l'époque, j'étais sur... parce que à l'époque, moi aussi, quand j'étais plus jeune, j'ai rêvé d'être actrice comme tout le monde, mais avant que je me rende compte que non, pas très envie, pas trop le talent non plus, etc. Mais donc, moi aussi, j'étais sur casting.fr, je sais pas si... Ah oui, ça me dit quelque chose. Ouais, et à l'époque, c'était pareil, ça m'était arrivé justement, mais j'étais mineure en plus, hein. Ça m'était arrivé qu'il y a un mec qui me dise ouais, je suis photographe et tout, j'aimerais bien faire des photos et tout, est-ce que tu pourrais m'envoyer des photos de toi ? Oui. Oh wow. Ok, donc je lui envoie genre des photos de moi classiques et après il dit ouais mais en fait c'est un shooting un peu dénudé, du coup est-ce que tu pourrais m'envoyer des photos de toi en maillot de bain ? Mais j'étais mineure. Ah l'enfer. Alors déjà j'étais mineure, l'enfer, et surtout je m'en suis rendu compte seulement maintenant. En fait j'avais totalement occulté cette histoire et il y a pas longtemps je m'en suis souvenue parce que je sais plus, je crois que j'écoutais un documentaire ou un truc justement qui parlait un peu de l'influence des pédophiles ou des choses comme ça sur les réseaux sociaux et je me suis dit mais
En fait, c'était un vieil homme derrière ce truc. Et je me rappelle qu'en plus ça, c'était hyper insidieux parce que à l'époque, forcément, bah, toi, tu rêves de faire des trucs. Donc tu dis, ouais, mais ça se trouve, ça se passe comme ça et je sais pas. Et si jamais c'est le rôle de ma vie et qu'en vrai, je l'ai raté et tout, du coup, t'hésites et tu te dis, mais non, mais ma pauvre petite Annelle, n'hésite pas, genre, c'est un vieux monsieur derrière. Donc oui, quand tu me dis justement qu'il y a des annonces comme ça m'a refait penser à ça parce que oui, c'est hyper dangereux en vrai, genre malgré tout, tu donnes ton image quand même à des gens et après tu sais pas ce qu'ils vont en faire au montage, etc. Généralement, c'est quand même bien intentionné. Mais malgré tout, il y a quand même ce truc où tout le temps tu donnes ton image en fait et elle va être utilisée pour le film ou pour la publicité, etc. Et ça t'appartient plus en fait à partir de ce moment-là. Puis c'est dur d'oser dire non parce que tu peux toujours avoir peur de passer à côté d'une opportunité. Ouais. Moi, ça m'est arrivé de me dire, en fait, là, je me sens pas à l'aise, mais si je dis non, je vais passer soit pour une fille un peu trop prude, il y aura forcément une autre comédienne qui, elle, va dire oui, et donc le projet va me passer sous le nez. Est-ce que ce sont vraiment mes limites ou il faut juste que je me détende vu que c'est vraiment... Enfin, c'est un métier où c'est à propos de toi quand même. Enfin, je veux dire... ton corps est au service du personnage, donc c'est pas à propos de toi, c'est pas ta vie, mais c'est ton corps, ton image, tes émotions, tu te mets vraiment à nu. Donc c'est dur de trouver le bon équilibre entre ok, là ce sont mes limites et là c'est juste que il faut que je me prépare et ça va servir au projet. Ok. Oui, parce que dans le projet de Joey, justement, tu es plutôt dénudée. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose, justement, avec lequel tu étais à l'aise ou tu t'es mis, justement, dans des conditions en disant « Ok, il faut que je teste, il faut que je me détende, comme tu dis ». Ça a été un sujet pendant vraiment un court instant où j'en avais parlé, justement, avec Lou, donc une des stylistes, et avec Joey. Je leur avais dit, est-ce qu'on pourrait pas mettre une brassière? Parce qu'il y a quand même des scènes avec le poignard dans le cœur où je n'ai pas de haut et puis la scène intimité avec Paul. Et en fait, elles m'ont dit, bah, le souci, c'est que ça n'a pas fonctionné. Enfin bref, ça sert à l'histoire que t'aies pas de brassière. Et en fait, très vite, je me suis dit, bah oui, c'est vrai. Et je me suis vraiment sentie en confiance. En plus, on avait une coordinatrice d'intimité. Donc vraiment... tout s'est super bien passé, alors je suis quand même quelqu'un de très pudique à la base. Ok, donc oui, t'es pudique quand même. Ah oui, non, je suis pas du tout à l'aise à l'idée de me balader à poil devant une caméra. Oui, parce que justement, je te trouvais très à l'aise, donc c'est pour ça que je te posais la question, parce que je me souviens qu'à l'époque, je m'étais dit, waouh, genre hyper courageuse, tu vois. Parce que malgré tout, ça restait, je pense, l'un des premiers projets où tu te mettais à nu, entre guillemets. Oui, c'était la première fois, ouais. Voilà, c'est ça, et je me disais, waouh, le courage et tout, et donc c'est pour ça que ça m'intéressait justement d'avoir ton avis, de savoir si c'était vraiment hyper naturel ou si ça avait été quand même une question pour toi. Ça a été une petite source de stress à un moment, mais les filles m'ont vraiment rassurée et on a été hyper bien encadrés. Et j'ai dit ça à Joey il n'y a pas longtemps d'ailleurs, que j'ai dû refaire après des choses similaires, on va dire, avec le corps, l'intimité, etc. sur d'autres films. Et l'expérience a été complètement différente. Et les fois où je me suis vraiment sentie respectée et écoutée, c'était sur des projets bénévoles, des cours étudiants et réalisés par des femmes. C'est les seules fois où vraiment je me suis sentie bien. Et on m'a dit vraiment que si je changeais d'avis, si je sentais que mes limites n'étaient pas respectées, on pouvait en rediscuter, on pouvait modifier le plan de travail, etc. Les projets où je me suis sentie un petit peu, pas salie, mais pas très à l'aise, c'était sur des films ou des trucs rémunérés, réalisés par des hommes un peu plus âgés. Voilà. Est-ce que tu penses que ça a un rapport avec le rapport homme-femme ou aussi avec le côté rémunéré de bah en fait on t'a payé pour que tu fasses ça donc on n'en a rien à faire, tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'il y a un peu des deux. Moi j'étais un peu plus intimidée, je me suis dit ok, je suis là, je suis vraiment à côté des autres comédiens, je suis personne, donc juste je ferme ma bouche. Je suis payée, on m'a choisi, donc maintenant il faut que je sois au niveau quoi. On veut que je fasse ça, bah oui. Et oui, et même si c'était pas intentionnel de leur part, je pense qu'il y avait quand même un petit peu un rapport de force forcément. Donc oui, l'expérience était assez différente. J'ai moins osé m'exprimer et puis c'était plus la course et tout. Donc je me suis moins sentie à l'aise que sur le court-métrage sur lequel on a bossé, où là vraiment... alors je sais pas comment elle a vécu Paul, l'autre comédien qui était dans la même situation que moi, mais moi je me suis sentie vraiment... Lui il était moins dénudé après ça. Ouais, franchement, franchement ça va. Mais j'ai trouvé qu'on avait été hyper bien encadrés et écoutés.
Et donc, justement, si tu dis que sur les autres projets, ça s'est moins bien passé, est-ce que c'est quelque chose qui maintenant te freine, vu que tu as fait l'expérience et que tu sais que c'est pas forcément quelque chose avec laquelle tu as été à l'aise sur des projets rémunérés, ou est-ce que tu te dis, bah, ça va venir et... En fait, je pense que si ça doit se reproduire, je vais m'adapter au projet et je pense que la manière dont ils vont gérer la situation jouera beaucoup dans la balance, quoi. C'est-à-dire que si on me dit qu'il y a un coordinateur ou une coordinatrice d'intimité, que telle partie du corps ne sera pas filmée et tout, tel type de scène ne sera pas filmé, moi je suis ouverte à l'idée. Mais maintenant je connais un peu plus mes limites, je sais qu'il y a certains types de choses que je ne ferai pas. Si c'est suggéré, etc., pourquoi pas, mais par contre des trucs vraiment frontaux ou très directs, ça je sais que pour moi c'est pas possible. Ok, parce qu'il y avait une coordinatrice d'intimité sur du coup le projet où tu étais rémunérée Non. Ok, oui, donc peut-être que ça joue aussi forcément de pas avoir quelqu'un en tout cas qui est censé te protéger, entre guillemets, parce que c'était ça aussi avec le tournage de Joey, c'est que malgré tout, il y avait quelqu'un qui était là uniquement pour votre intimité et qui avait pas de rôle à jouer, entre guillemets, dans la mise en scène, et donc qui prenait forcément votre partie dans tous les cas, et donc vous avez un peu votre allié. Si c'est pas le cas sur un projet en plus ça où c'est rémunéré et donc il y a des enjeux plus grands, je peux comprendre que tout de suite, en fait, le conflit il entre avec toi directement, quand il y a personne pour faire barrage entre le réalisateur qui veut sa scène et toi qui veux garder ton intimité en fait. Oui. Et puis après, je remets pas complètement la faute sur l'équipe, dans le sens où moi j'aurais aussi pu m'exprimer un petit peu, on m'a quand même dit est-ce que ça te va et tout. Oui. Mais bon, il était 3h du mat, il y avait déjà toute l'équipe qui était là. Wow. C'était dur. Et toute l'équipe était là, j'allais pas dire en fait non, ça ne me va pas. Non, juste tu fermes ta bouche et puis tu fais ton travail. Okay. Mais c'est vrai que quand il y a quelqu'un qui est spécialement là pour ça aide beaucoup. Vraiment. Puis en plus, pour le court-métrage de Joey, on avait une session juste avec la coordinatrice d'intimité Paul, on avait fait des exercices, on avait chorégraphié la scène, etc. Donc vraiment, ça avait été hyper pro et c'était très rassurant. Ok. Et par rapport justement, parce que malgré tout, après on sort de l'aspect intimité, mais au-delà du tournage, il y a aussi le fait que après les images ne t'appartiennent plus, justement, c'est ce que je disais. Oui. Comment ça, justement, tu l'apprends? Est-ce que tu y penses sur le moment où tu oublies et ça revient un peu quand ça arrive? Est-ce que tu arrives à assumer après, justement, les décisions que tu as prises sur le moment, ou est-ce que c'est difficile et tu n'y penses plus, t'essaies de pas... En fait, c'est plus ça qui me faisait peur. C'est-à-dire que le fait d'être nue sur le tournage, bon, évidemment, ce n'est pas très agréable et c'est un peu... inhabituel d'être nue devant plusieurs personnes. En tout cas pas mon cas. Mais moi, ce qui me faisait surtout peur, c'était l'après. Je me disais mais s'il y a des élèves de ma mère qui voient les images, mes anciens profs, c'est tout bête, hein. Mais c'est plus ça qui m'angoissait, et qui m'angoisse toujours d'ailleurs. Quand on a eu la projection du cours dans le cinéma, moi j'étais un peu tendax parce que je me suis dit ok, là on est quand même pas mal dans la salle, il y a les scènes avec Paul, je sais que quand les scènes sont apparues à l'écran avec Paul, on s'est enfoncé dans nos sièges, on a fermé les yeux parce qu'on était un petit peu gênés. Donc c'est plus cet aspect là presque en fait qui m'angoissait et qui peut m'angoisser encore aujourd'hui, c'est que en fait ce sont des images qui restent pour toujours et que tu ne sais pas qui va les voir. Et par exemple, ça m'est arrivé il y a pas longtemps, j'ai un ami qui est un peu plus âgé et qui est comédien et qui m'a demandé de voir le court-métrage parce qu'il était intéressé. Il était curieux parce qu'on en avait pas mal parlé, on avait posté des photos, etc. Et je lui ai dit que pour l'instant, c'était pas possible parce qu'il tournait en festival. Mais c'est aussi parce que je sais qu'il y a des images où on me voit dénudée et je suis pas très à l'aise à cette idée-là. Voilà. Mais bon, après, je me dis, c'est pas à propos de moi, le sujet, c'est l'histoire du personnage, c'est ce personnage, c'est pas moi. Mais c'est vrai que quand c'est ton corps, c'est dur d'établir un peu une distinction entre les deux. Ok, et par rapport aux autres films, donc là, on exite le côté intimité, par rapport aux autres films, de manière générale, est-ce que tu arrives à te regarder? Est-ce que tu regardes justement pour savoir un petit peu, pour te juger toi-même, ou est-ce que tu te dis, moi j'ai fait mon travail, le réalisateur il a choisi ses scènes, c'est plus mon truc, je veux pas regarder je vais regarder par curiosité, mais je déteste ça. Vraiment, je déteste me regarder. Je suis pas très gentille avec moi-même. J'aime pas voir mon jeu, parce que souvent, je vais me trouver très mauvaise. Mais c'est aussi ma tête. Je n'aime pas voir ma tête à l'image. Donc, en fait, je vais regarder en me disant, ok, là, vraiment, il faut que j'ai un point de vue objectif.
que j'apprenne de ce que j'ai fait, voir ce que je peux améliorer ou pas, mais que je ne commence pas à regarder mes complexes, ce qui est très difficile. Oui, parce que, oui, enfin, on revient sur le truc de tu donnes ton image, etc. En fait, comment tu gères justement le fait de... Bah, parfois, t'entends que le chef-op, il dit « Ok, je vais mettre la caméra comme ça », et tu dis « Oh non, on va voir ce complexe-là ». Est-ce que t'arrives à te détacher justement et à dire « Ok, bah, c'est mon image, je prête, etc. » Ou est-ce que vraiment, c'est très difficile quand même de pas se juger par rapport à ces complexes? Moi, ce sont des pensées que j'ai très souvent. Ouais. Mais j'essaye de convertir ça, en fait. C'est-à-dire que si, par exemple... là pour ce plan c'est vraiment le profil que je déteste ou ma peau est pas top ce jour-là et donc je sais qu'on va avoir un petit bouton là je vais me ressaisir, je vais me dire oula Amélie, là ça veut dire que t'es pas dans le perso, que t'es centrée sur toi, donc que t'es pas dedans et que t'es pas prête à tourner, donc vite ressens-toi sur la scène, quel est l'enjeu de la scène. Donc je me dis ok, c'est un indicateur que je suis pas vraiment dedans en fait. Si je commence à me soucier de mes rides et machin, c'est que je suis pas c'est que t'es Amélie et que t'es pas le perso. Ok. C'est ça. Je me dis, ok, c'est un indicateur. Ah, c'est intéressant. Je savais pas du tout que... Le problème, c'est que j'ai souvent ces pensées, donc je ne suis jamais dans le perso. C'est ça. Mais les fois où je m'en fiche, c'est quand vraiment, justement, j'ai des scènes où je dois pleurer, où je suis pas bien. Je me dis, bon, bah en fait, si vraiment je ressemble à rien, c'est pas plus mal, ça sert la scène. Oui. Et par rapport à, justement, tu disais au début qu'il faut pas se servir de ses expériences perso pour jouer les personnages. Les moments, justement, où tu pleures, comment tu fais si tu puisses pas dans le perso? Qu'est-ce qui t'amène à réussir à pleurer? Alors, en fait, nous, c'est des techniques qu'on nous a enseignées à l'école. Après, il y a certains aspects que j'ai gardés et d'autres que j'ai pas gardés. Mais en gros, ce qu'ils nous conseillaient de faire, c'était d'identifier un peu déjà les enjeux de la scène, les motivations, d'identifier les états émotionnels de cette scène, donc l'impuissance, la solitude, machin. Et après, de se dire des phrases qui vont réveiller un peu ces instincts-là, chez toi. Ok. Donc moi, je sais qu'il y a des phrases qui direct vont me faire pleurer. Ok. Après, l'idéal, c'est que tu aies déjà bien bossé le personnage en amont, la backstory, la scène. Comme ça, les enjeux sont en toi. Et donc, en fait, quand tu arrives dans la scène, si tu dois pleurer parce que tu sais que ton perso vient de vivre ça. Donc, quel a été le moment d'avant? Qu'est-ce que je veux obtenir de cette scène? Pourquoi est-ce que ce que le personnage va me dire va me toucher? Après, 15 minutes avant, moi je vais m'échauffer, donc j'ai ma playlist pour chaque état. Donc si je dois être dans l'impuissance et la solitude, j'ai ma playlist solitude, j'ai ma playlist impuissance. Et ça va réveiller ces états-là chez moi. Et normalement, c'est censé être très vivant quand la scène débute. Après, je t'avoue que ça m'est arrivé d'utiliser quelques trucs de ma vie perso. Là, récemment, je suis en train de tourner sur un cours qui parle d'un sujet qui est totalement ce qui m'est arrivé il y a quelques années. Il y a des scènes, je les ai vécues. Bon, bah, ce serait de mentir de te dire que je n'ai pas du tout utilisé mes souvenirs pour ça. Je sais que c'est pas très bien. Mais bon, c'est un peu la facilité. Voilà, il y a des scènes à l'hôpital. Bon, bah, je vais utiliser ça des scènes de ma vie. Mais on nous déconseillait de faire ça dans mon école. Déjà parce que tu te fais du mal pour rien, c'est-à-dire que tu ravives des souvenirs qui peuvent être douloureux. Et puis en plus, il y a un risque, au bout d'un moment, ça ne fonctionne plus. C'est-à-dire que si tu utilises un même souvenir douloureux à chaque fois, il y a un risque qu'un jour, ça ne te fasse plus pleurer. Et dans ce cas-là, si ça ne te fait plus pleurer, comment tu vas faire pour jouer ta scène? Alors que si tu es à fond dans le personnage et que tu fais des choix dans la backstory, dans le jeu, dans les enjeux qui vont t'aider à réveiller ces états et qui te parlent, bah, normalement, ça devrait fonctionner à chaque fois. Ah, c'est intéressant. Voilà. C'est un peu abstrait, hein, mais je trouve que c'est pas mal, ça aide pas mal. Bah ouais. Et comment tu travailles justement tes personnages en amont? Comment tu fais justement pour rentrer dedans? Est-ce que tu essaies de puiser vers des choses que tu as quand même toi pour essayer de t'identifier et de comprendre un petit peu le personnage? Ou c'est vraiment totalement un rôle de composition et t'essayes de jouer avec mais tu t'inventes une nouvelle personnalité? Comment tu fais? En général, moi j'essaie quand même de créer au personnage une vie propre à lui. Donc vraiment de retracer un peu sa vie déjà parce que je trouve ça fun, c'est un peu le but aussi du métier, c'est de jouer des gens que tu n'es pas, d'incarner des histoires que tu n'as pas forcément vécues et tout. Donc je trouve ça fun de créer à mon personnage sa propre vie, mais il faut quand même que je fasse des choix qui vont me parler. C'est-à-dire que si je prends des décisions dans les états émotionnels, dans les souvenirs et tout, qui en fait moi ne me réveillent absolument rien chez moi,
si ça me fait ni chaud ni froid, Mm. bon bah ça va être dur après de plonger dedans et même d'aimer mon personnage et d'avoir Ouais. envie de le jouer. Donc en général, je vais créer un truc de toute pièce, mais je vais quand même mettre une partie de moi, que ça soit dans, je sais pas moi, dans des ressentis, je sais pas trop, enfin, il y a quand même toujours une partie de moi. Il faut que ça me parle, quoi. Il faut que ça me donne envie, que ça soit pas moi, mais que ça me touche. Et est-ce que tu peux avoir des rôles qui te changent? Parce que justement, comme quand tu rencontres une personne et que tu découvres sa façon de vivre, sa sensibilité, etc., des fois, ça peut t'influencer sur tes choix, toi aussi, parce que du coup, tu découvres une façon de penser à laquelle tu peux peut-être adhérer ou quoi que ce soit. Est-ce que toi, il y a des rôles aussi qui peuvent te changer? Parce que finalement, vu que tu fais une espèce d'introspection pour essayer de trouver en toi ces éléments-là, est-ce que parfois, ça te fait évoluer et adopter certains comportements des personnages ou pas du tout? En fait, je pense que c'est possible, mais moi, ça m'est jamais arrivé parce que j'ai jamais participé à de gros projets où j'ai un personnage qui me suit pendant des semaines et des semaines. Les plus longs tournages que j'ai eus, c'était quoi, 7-8 jours. Donc ce sont pas des projets qui m'ont énormément marqué. Là, le court-métrage sur lequel je bosse, en fait, on a des tournages les week-ends. Donc on a commencé en mars, on va finir en janvier. Donc tu vois, ça nous aura suivi pendant plus d'1 an. Mais ce sont que des week-ends par-ci par-là. Okay. Donc j'ai quand même le temps de retourner à ma vie. Et puis encore une fois, vu que c'est une histoire qui est vraiment ce que j'ai vécu, ça me permet à la rigueur de replonger là-dedans, mais ça va pas... ça me donne pas forcément une nouvelle perspective sur une nouvelle vision des choses. Après, est-ce que j'ai eu des rôles qui m'ont changé? Pas encore. J'aimerais bien, mais pas encore. Par contre, des rôles qui m'ont débloqué certains trucs, ouais. Ou des rôles qui m'ont permis de faire ressortir certains aspects qui étaient un peu sous silence aussi. Mais qui m'ont offert une nouvelle vision des choses, pas encore. Donc c'est un peu thérapeutique finalement quand même. Ah, totalement. Mais je pense je veux pas parler pour tout le monde, hein, mais je pense que beaucoup de comédiens font ça aussi parce qu'il y a un côté un peu expiatoire. On a besoin de s'exprimer et de faire ressortir des choses. Et donc moi, ça me permet d'extérioriser pas mal. C'est clair. Hyper intéressant, finalement. Est-ce que là, pour l'année qui arrive, est-ce que tu as des projets en vue, sans forcément les dire, puisque si c'est pas encore sorti, ou pas forcément... Mais est-ce que justement, tu as des objectifs vers quel rôle tu aimerais te tourner, vers quel projet, qu'est-ce que tu mets en place pour ça, etc. Alors, de manière très concrète, là, les 2 choses sur lesquelles il faut vraiment que je bosse, c'est d'avoir des images en anglais et, comme je disais, avoir une bande démo un peu plus diversifiée. Donc ça, ce seraient les objectifs un peu court terme sur lesquels j'essaie de travailler. Après, mes fantasmes pour l'année prochaine, mon agent est au courant et je pense comme tous les comédiens de France, il faut absolument que je travaille sur The White Lotus. Donc, je lui ai dit, même si c'est pour faire une plante verte, au fond d'une scène de l'épisode 2, je prends. Donc, c'est tourné quand, White Lotus? Alors, je pense qu'ils vont tourner ça dans les prochains mois. Parce que là, le casting est en marche, je crois. J'avais dit à mon agent, je t'en supplie, trouve un moyen pour me mettre dessus. Il s'est renseigné, il m'a dit qu'apparemment, ils n'avaient pas encore choisi les directeurs de casting en France, vu que la prochaine saison va être tournée en France. Donc, il sait, mais pour l'instant ça me paraît lunaire, mais je le dis à haute voix pour le manifester. Ça c'est un des projets vraiment de mes rêves. Voilà. Mais je pense comme tout le monde, donc voilà. Mais on entend beaucoup parler en ce moment, tout le monde dit je te verrais bien dans White Lotus. Mais même, vraiment ce serait génial, mais ça me paraît tellement inaccessible, mais je m'autorise à rêver parce que je me dis si même moi je rêve pas pour moi, qui va le faire? Donc, voilà. Mais ça ce serait incroyable, mais bon, il faut rester aussi, il faut être ambitieux mais réaliste. Donc réaliste pour éviter d'être déçu, mais je pense que malgré tout, faut oser et faut rêver parce que c'est les autres qui doivent te mettre une barrière, mais c'est pas toi qui dois te la mettre. Exactement. Vaut mieux que tu dises ok, j'y vais à fond et au pire ils te diront non, plutôt que toi, c'est sûr que tu l'auras jamais le rôle si au final tu y as même pas pensé parce que tu t'es dit non, je pourrais jamais le faire. C'est ça. On nous met déjà pas mal de barrières dans le milieu, donc si en plus nous-mêmes on s'auto-sabote en se limitant, c'est impossible. Donc je me dis j'ai rien à perdre à rêver. Voilà, mais c'est vrai que c'est très 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 irréaliste, mais bon, en tout cas ce serait chouette. Après j'ai une série qui sort là
l'année prochaine, mais je ne sais pas du tout quand. Mais j'avais que 3 jours de tournage, donc je pense pas être dans beaucoup de scènes. Et sinon, c'est à peu près tout. Là, c'est assez calme. J'ai passé récemment quelques castings pour l'étranger, donc à voir. Mais voilà. Après, c'est ce que je disais à un ami, on en parlait pas mal. Et en fait, on s'est rendu compte que les quelques fois où on a forcé pour qu'un projet se réalise ou pour qu'on soit booké sur un film, ça ne s'est pas fait. Et les fois où on a eu des rôles intéressants ou où on a été choisi pour des projets plutôt chouettes, on ne s'y attendait pas. Ce ne sont pas des choses qu'on est allé chercher. Ce n'est pas des choses qu'on a provoquées. En général, c'est des choses qui sont venues à nous. Donc je me dis, bon, moi je vais essayer d'être proactive comme d'habitude, mais on ne sait jamais, peut-être qu'il y a un truc auquel j'aurais pas pensé qui va arriver. Ok. Voilà. Bon bah donc plein de belles choses pour cette année. J'espère, et puis renouveler mon intermittence. Oui, c'est quand tu dois la renouveler, c'est février Mi-février. Ok, bon si jamais vous avez besoin d'une actrice, pensez à Amélie. Pensez à moi, je peux tout faire, pas que pleurer, je peux rire aussi. Je peux rire, je peux faire des cascades, je peux faire des saltos, en vrai je suis assez multitâche, juste il faut avoir la vision. Oui, projetez-vous. Et ben merci beaucoup d'être venu, c'était hyper intéressant. Je trouve qu'on a abordé plein de sujets liés à la comédie, actrice, acting, bref, tout plein de sujets. J'espère que ça vous a permis d'en apprendre plus sur ce domaine et ce métier. C'était la première fois qu'on recevait quelqu'un qui était devant la caméra, donc c'est aussi un petit peu différent. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite un bon week-end. Enfin non, normalement vous regardez ça dimanche, donc je vous souhaite un bon dimanche soir et une bonne semaine. Et je vous dis à bientôt avec un nouvel épisode. Merci. Ciao, ciao.